Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette présentation sur ArcUnit, maintenir son architecture dans le temps. Donc, je me présente, Anthony Dassé. Je suis architecte solution chez Soprasteria et surtout développeur passionné. Je mets toujours les mains dans le cambouis. Je suis donc chez Sopra, déjà dit, et je suis rennais, donc je joue en local. Avant d'aller plus loin, je vais vous raconter une petite histoire avant de vous montrer l'idée, dégainer l'idée. Je pense que vous attendez tout ça. La petite histoire, c'est vous commencez un projet, une nouvelle application, vous arrivez, vous allez mettre en place votre socle architecture, vos structures, vos bonnes pratiques. Ça se passe super bien, vous mettez ça dans un guide du développeur. Généralement, vous êtes content parce que vous essayez de mettre toutes les bonnes pratiques, vous évitez toutes les erreurs que vous avez pu faire jusqu'à maintenant. Donc, vous mettez ça dans le guide du développeur. Et le guide du développeur, ça devient un peu la Bible, la sainte Bible pour votre équipe. Ça se passe super bien. Et en fait, là, le premier mois et les premiers mois, en tout cas, vous êtes content, c'est heureux. Ça, voilà, vous prêchez la bonne parole avec le guide du développeur. Les développeurs le suivent, ça se passe bien. Ouais. Sauf qu'au bout d'un moment, en fait, ça devient plutôt comme ça. Quelques temps après, il évolue selon vos organisations, les équipes, les projets, mais ça arrivera dans tous les cas. Et ça, j'ai pu le voir sur mes différents projets, mes différents clients, et en échangeant avec des amis. Ça arrive tout le temps. Ça arrive pour plusieurs raisons. Il y a un ramp-up sur le projet, il y a plusieurs nouveaux développeurs qui arrivent, donc on a un peu moins de temps pour prêcher la bonne parole. Le guide du développeur, il est oublié au fin fond du wiki, on ne maintient plus à jour, etc., etc. Donc ça devient un peu chaotique, et c'est ce qu'on veut éviter. Et c'est là qu'apparaît, on va dire, qu'arrive ArcUnit. Donc c'est une librairie de tests basée sur JUnit 4 ou 5. Donc voilà, il n'y a aucun souci, les deux fonctionnent. C'est extensible et open source. Et il y a un portage .NET C# qui est assez complet. Je n'ai pas eu l'occasion de le tester, en tout cas sur le papier, ça m'a l'air assez complet. Mais là, vous me dites, Anthony, c'est gentil, mais comment ça peut m'éviter, en tout cas comment ArcUnit va pouvoir arriver pour m'aider, moi, pour gérer mon architecture et m'assurer que ça ne parte pas en feu dès que j'ai le dos tourné. En fait, avec ArcUnit, vous allez pouvoir tester, en tout cas, vérifier la structure ou l'architecture de votre application en termes de conception. Donc, vous allez pouvoir vérifier vos dépendances, les packages, les classes, donc tout ce qui couche à votre code, les règles de nommage. Vous allez pouvoir jouer avec les différentes couches. Si vous êtes parti en archi entière dans votre application ou si vous partez sur une archi hexagonale, par exemple, vous allez pouvoir vous assurer que les bonnes pratiques soient appliquées, éviter les dépendances cycliques et bien d'autres. On va dire que la librairie elle est bien fournie et elle permet beaucoup de choses. Hop. Donc, grosso modo, je vais dégainer mon idée juste après. Grosso modo, c'est des tests unitaires standards du JUnit. Vous allez pouvoir définir vos différentes règles et ensuite vous allez pouvoir les exécuter. ArcUnit offre une DSL très complète, donc on va dire la rédaction de vos tests de structure de votre code sont assez, on va dire, c'est du langage humain, c'est assez parlant et c'est très simple au bout d'un moment de les mettre en place. En termes de verbes et d'utilisation et de possibilités, on le verra, mais c'est très complet. La doc est très fournie. Je n'aurai pas le temps de tout vous montrer aujourd'hui, mais c'est très fourni et ça vous permet à peu près toutes les choses qui sont possibles. Voilà. Hop, on va passer à la démo. En tout cas, si tout se passe bien. Hop. Est-ce que c'est visible? Vous voyez bien ou je passe en mode présentateur sur l'IDE? Ah, c'est bon. Ok, cool. Alors, juste pour un petit disclaimer, toutes les règles que je présente, les nommages et tout, c'est juste pour la démo. Ne suivez pas, c'est pas les bonnes pratiques. Après, c'est selon les projets et tout. Je ne prêche aucune bonne pratique dans cette présentation-là. C'est juste pour vous faire des présentations. On va définir des tests. Donc là, vous voyez Quarkus test. Donc vous devinez que je suis en Quarkus. Donc ça, c'est aussi une des forces, c'est du JUnit. Donc à partir du moment où vous faites du Java et JUnit fonctionne, ça passe. J'ai cru même voir des bidouilles pour que ça passe sur un Kotlin. Donc pour ceux qui en font, ça peut être intéressant pour avoir un fonctionnement sur Android par exemple. Donc vous allez définir dans votre test Quarkus, dans votre use case, vous allez définir une classe généralement, une variable dans laquelle vous allez dire ok, moi je veux travailler sur ce périmètre de classe, de données Java par exemple. Là j'ai joué la carte de la facilité, j'ai dit ok, tu me chopes tout ce qu'il y a dans le com.soprasteria.demo.
Et c'est là-dessus que je vais travailler. Donc vous pouvez déjà voir que c'est assez, on va dire, c'est intéressant parce que vous allez pouvoir travailler avec ces différentes classes, vous allez pouvoir mettre un peu d'intelligence dans vos tests si besoin, et vous allez pouvoir naviguer dans vos fichiers, dans vos structures, comme vous voulez. Donc là, on va en créer un premier, pareil, très bateau. On va dire la syntaxe est très simple. Je vais dire, ok, je vais écrire une définition une arc rule definition. Je vais la créer. Donc, ça va se baser sur les classes. Donc, il fait un peu l'amalgame entre classe, interface, etc. Donc, faut pas trop faire attention. Et ensuite, on dit, ok, la règle va s'appliquer à toutes les classes qui, là, par exemple, sont annotées avec le path. Donc, @path en Quarkus pour les contrôleurs, pour faire des endpoints REST. Et ensuite, should devrait donc avoir un nom qui finit par contrôleur. Donc c'est tout bête, c'est une règle toute simple qui est mise en place. Et ensuite, ce que je dis, donc là c'est un peu plus bas, je vais appliquer cette règle à tous mes fichiers que j'ai importés. Donc là, je vais pouvoir tester toutes mes classes et ça va vraiment faire le test sur tout mon package. En dessous, j'ai lancé juste après les tests, sans ça tourne en live. En dessous, j'ai la même chose. Je me base toujours sur la partie pour attraper, on va dire, pour surveiller et dire ok, tu vas travailler sur telle et telle classe. J'utilise toujours le annotated with. Et ensuite, là, je dis qu'il devrait être dans le package. Donc voilà. Les deux petits points, c'est si jamais vous avez des structures qui sont un peu, on va dire, tordues ou votre package controller peut être dans différents packages. Ouais, selon votre organisation, votre projet, ça vous permet d'être un peu plus flexible. Donc là, j'ai deux tests, on va dire, qui permettent de vérifier un peu la syntaxe, les bonnes pratiques autour de mes objets contrôleurs, donc qui sont le nommage et l'endroit où il doit être. Je suis en test continu avec Quarkus. Voilà, je ne suis pas de la pub pour Quarkus, mais c'est super intéressant. Donc au fur et à mesure, en fait, dès que j'ai touché du code qui est en lien avec des tests, il va relancer les bons tests. Donc c'est plutôt pratique pour ce genre d'exercice. Là, on peut voir que j'ai deux erreurs. Donc voilà, j'en ai une première qui dit, donc elle est là, je surbrille, il me dit que voilà, il généra à ce moment-là, l'erreur est assez parlante quand même. Il me dit que toutes mes classes qui sont annotées par pass devraient être dans le package controllers. Voilà. Donc il me dit qu'il y a eu une violation de la règle. Et j'ai une autre erreur en dessous qui me dit que j'ai un autre objet une autre classe qui devrait qui est annoté par pass et qui devrait avoir un nom qui finit par controller. On va regarder. Donc j'ai mal codé. J'ai pas suivi le guide du développeur. En effet, j'ai greeting resource qui donc le @path qui est donc annoté par pass et qui ne possède pas le bon nom. Donc là, je vais faire un refactor. Hop, rename. Oups. Ok, tac. Ouais, vas-y, fais-moi le taf. Donc là, c'est assez pratique. Effet démo. Petit effet démo, c'est pas grave. On va faire avec. Donc là, j'ai renommé pour qu'il soit au bon format. Et en fait, après, je sais que mon contrôleur, il doit être dans le dossier contrôleur, le package contrôleur. Donc pareil, je fais un refactor. Tac. Là, je pense qu'il n'a pas aimé que je déplace. Parce qu'il doit surveiller. Donc je vais lancer. Donc voilà, donc ça vous permet de pouvoir contrôler donc l'emplacement. Voilà, vous mettez en place vos bonnes pratiques. Par expérience, quand vous créez votre guide du développeur, vos bonnes pratiques, en fait c'est aussi simple de les mettre en place dans votre test unitaire. Tac, donc ça win un peu, mon PC chauffe. Donc là c'est bon, j'ai tous mes tests qui passent, donc il me le dit bien 4 tests à repasser, donc ça c'est cool. Donc là j'ai bien réussi à mettre en place ça. On peut aller un peu plus loin, donc j'avais commenté. Hop. Ouais, il veut plus mon compte. On va le faire à côté. Il veut pas me décommenter, ce cochon. Hop.
Désolé, problème de fait démo, raccourci veut pas. Donc là, je vais aller vérifier ma structure qui est un peu une structure n-tiers, donc je suis pas en hexagonal, je suis vraiment un truc basique. Donc là, il y a un truc qui est intéressant, c'est les layers d'architecture qui sont une façon de faire nos tests. Alors en fait, je vais aller définir mes layers, mes couches, en lui disant oh, ok, bah moi j'ai une couche contrôleur, donc il faut les nommer. Donc j'ai une couche contrôleur qui est définie par tel package. J'ai une couche aussi service qui est définie par tel package. Ensuite, je vais pouvoir travailler là-dessus pour dire ok, je vais pouvoir rajouter des règles sur mes différentes couches. Ce qui facilite beaucoup la manipulation. Donc ça, généralement, ce qui peut être fait, c'est en setup de vos tests, ou bref, quelque part de générique, d'accessible de partout. Vous définissez vos différentes couches que vous allez avoir dans vos applications, et ensuite vous pouvez les utiliser un peu partout. C'est beaucoup plus sympa. Et donc, en fait, après, vous allez pouvoir rajouter des contrôles, des tests. Donc là, par exemple, je dis que la couche contrôleur ne devrait être accédée par aucune couche, ce qui est un peu logique. C'est mon endpoint, généralement, il n'y a rien d'autre qui y touche. Ma couche service, pareil, moi, je veux contrôler qu'il n'y a que le contrôleur ou un autre service, que si vous avez un service client, un service je sais pas, adresse ou billing, vous voulez pas qu'il tape directement sur la base de données de l'un ou de l'autre, le repository de l'un ou de l'autre. Donc, vous voulez pouvoir accéder directement de service à service, et vous allez pouvoir le rajouter. Donc ça, je peux le lancer, on va le lancer en mode un peu plus standard. Donc ça, vous allez pouvoir le lancer. Hop. Et donc vous allez pouvoir créer vos tests au fur et à mesure. Et là, on se dit, tiens, moi j'ai aussi une couche repo. Je fais du Java, j'ai mes objets, on va dire, de stockage, mes objets standards en Java. Je dis, je veux une couche repo, je vais la rajouter. Donc je fais, j'ai un define by, donc là c'est pareil, vous pouvez mettre beaucoup de choses. Ce qui est intéressant et que aussi je l'ai rapidement dit, c'est extensible, donc vous pouvez vraiment après, si vous avez des besoins pour vos projets ou des usages qui sortent un peu de l'ordinaire, vous pouvez étendre et les rajouter sans aucun souci. Et je dis que toutes mes packages qui sont de cette forme-là sont des repositories. Et ensuite, je peux rajouter une règle en disant, ok, mon repo, je vais éviter que l'erreur qu'on peut des fois avoir en mode raccourci, directement dans l'endpoint HTTP, on accède à la base de données en mode direct. Et ça, j'ai déjà vu. Donc, on veut éviter. Ouais. Hop, et on peut dire où ma couche. Donc là, après, on va pouvoir rajouter autant de tests que l'on veut. C'est ça aussi qui est intéressant. Vu qu'on a défini une couche avant, on va pouvoir en faire autant qu'on veut. Donc là, hop. Et là, je fais un copcall. Je fais mon feignant. Voilà. Par contre, j'ai enlevé parce que j'ai pas envie qu'on accède directement du contrôleur. Donc, je sauvegarde. Je vais le lancer pour voir ce que ça donne, parce que je l'ai modifié. J'ai dû faire un. Non, c'est bon. On va tester. On va le lancer. Ça va planter, je vous préviens. C'est pour ça que je fais une démo. Et il y a eu une erreur. Merde. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, hop là. Du coup, j'ai une règle. Donc, on voit, là, c'est un peu plus parlant quand on le lance en direct avec l'IDE. Il me dit, ok, tu m'as fait une règle, tu as mis en place une règle, Anthony, où tu avais différentes couches. C'est bon, ça je sais, je suis au courant. Et tu me dis, ok, la couche, il y a une règle qui passe pas parce qu'en fait, la couche repository, elle est vide. Ouais. Alors, ouais, en fait, vous voyez que j'ai pas de package repository. Mais vous me dites, Anthony, ouais, t'as qu'à pas faire de règles dessus. Ce qui peut se passer, l'objectif je regarde le temps, de Dark Unit, c'est aussi d'uniformiser vos concepts, vos pratiques sur vos projets.
en tout cas vos applications. De nos jours, on est de plus en plus sur des architectures un peu plus distribuées, microservices que vous voulez. Sur votre projet, vous allez avoir beaucoup d'applications, ce genre de choses. On va essayer d'uniformiser ces règles de développement, en tout cas à tous vos projets. Ce qui peut se passer, c'est que en généralisant ces tests à tous vos projets, certaines applications ne vont pas avoir de package repository, vous n'allez pas avoir de couche repository. Mais vous voulez quand même pouvoir rendre les choses génériques. Pour cela, il y a ce qu'il faut. Ce qu'il faut tout le temps, c'est option. Hop là. Donc voilà. Donc là, je dis en fait, ArcUnit, je dis ok, là, tu as une couche, tu as une layer repository qui est optionnelle. De temps en temps, je l'ai sur mes projets, de temps en temps, je l'ai. Donc là, je vais relancer, ça devrait passer. Tac, super. Voilà. Donc vous allez pouvoir créer vos tests comme ça au fur et à mesure, et donc c'est assez puissant. En termes de, je vous fais un truc pas très propre, mais tac, pour vous montrer un peu toutes les, hop, voilà. Hop. Il y a la possibilité, du coup, quand je dis un ZAT va m'appliquer mes règles, en temps mes règles vont s'appliquer à, vous avez la possibilité d'aller encore assez loin en termes de manipulation. Vous pouvez regarder donc ce qui est annoté par quelque chose, vous allez pouvoir vérifier ce qui est inclus dans les classes, s'il y a des implémentations de telle ou telle classe, s'il y a bref, tout ce qui est un peu en lien avec le langage objet Java. En fait, vous allez pouvoir vraiment aller cibler votre besoin, vos classes que vous voulez vraiment checker en termes de bonnes pratiques. Donc vous pouvez aller assez loin, c'est assez complet, je ne vais pas tous les passer, mais vous pouvez après regarder vos besoins et les adapter dessus sans aucun problème. Donc c'est assez complet. Il y a sur leur site, j'ai pas le temps, je ne vais pas vous le montrer, mais il y a toutes des exemples de bonnes pratiques, de règles qui sont assez bien représentées, qui sont bien documentées, qui vont vous donner des idées pour construire vos règles ensuite par la suite. Où ils sont sympas aussi, ils fournissent des General Coding Rules, qui sont des règles qu'ils ont eux-mêmes implémentées chez eux, qu'ils embarquent automatiquement avec la librairie. Pareil, à regarder si c'est intéressant ou non, mais ça évite de réinventer la roue. Donc là, par exemple, je dis aucune classe ne devrait remonter d'exception générique. C'est ce qu'on veut toujours éviter, des throw exceptions génériques. Voilà, le truc le moins précis au monde, mais qui fait le taf, parce que ça fait un peu voiture balai pour récupérer toutes les exceptions qui peuvent remonter. Mais ça montre quand même un manque de maîtrise de l'application. Ça, on veut l'éviter. Donc là, c'est un exemple. En termes d'implémentation, par retour d'expérience, comment sur mes projets ou sur un de mes projets, gros projets, on l'a mis en place. La question que vous allez pouvoir me poser après, je pense, vous allez me poser, donc je réponds tout de suite, c'est Anthony, tu définis tes règles là, mais comment tu vas pouvoir les dupliquer ou les gérer sur différents projets? Là, c'est très simple. En tout cas, la méthode, c'est on a créé une librairie, une librairie Java, qui contient toutes mes règles de mes différents projets. Sur un autre projet, on a du Spring Boot et du Quarkus, du coup il y a des petites règles de nommage qui changent, donc on a rajouté un peu d'intelligence dans la librairie pour switcher entre les types de projets. En tout cas, ça marchera bien. Et en fait, on l'injecte. Alors après, il y a deux méthodes. Soit on l'injecte dans mon POM, donc directement dans l'application, dans mon composant. Je démarre un nouveau projet, je dis OK, je l'inclus explicitement dans mon POM avec la bonne version. Ça marche bien, comme ça le développeur sur son poste de développement, il peut déjà voir les tests et au moins vérifier que ça fonctionne. Et si vous, comme moi, des fois vous avez un peu de mal à faire confiance dans l'humain, donc au possible, vous oubliez de rajouter ArcUnit ou la librairie ArcUnit maison de votre projet. Nous, ce qu'on a fait aussi, c'est dans notre GitLab CI, c'est d'injecter automatiquement dans tous les projets Java, on fait que dans les projets Java, d'injecter automatiquement la librairie, donc via la manipulation POM, plus ou moins propre. On l'injectait et puis après on lançait les tests unitaires directement donc dans notre intégration continue et ça marche plutôt bien.
Donc voilà sur les usages. Autre chose, après je vais vous laisser vos petites questions. Sur ArcUnit, il y a une fonctionnalité qui est vraiment, vraiment bien. Si ce soir, demain, vous arrivez sur votre projet Java et que vous voulez le mettre en place, vous allez mettre en place vos règles et je pense que ça peut péter. Vous allez avoir plein de violations de règles. Là, vous vous dire, bah ouais, mais je peux pas le gérer, je peux pas l'utiliser, ça me met des warnings partout, je l'utilise pas, je verrai ça un autre jour. Quand je démarrais un nouveau projet, il y a une fonctionnalité de freeze qui permet de dire, en gros, ArcUnit, vous dites, OK, tu me lances les tests, tu me listes toutes les violations de règles que tu as. Et ça, en fait, tu me les mets dans un petit fichier. Il me met dans un fichier, je ne sais plus quelle localisation, mais il me met dans un petit coin, c'est violation rules, un truc dans le genre. Il va garder au chaud toutes les règles qui ont été violées jusqu'à maintenant. Et toutes les nouvelles règles que vous allez rajouter au fur et à mesure, ou les nouveaux codes, bref, à partir de ce moment-là, il va faire un breakpoint. Il va dire, OK, tout ce qui va par la suite être rajouté. Là, je vais vraiment appliquer les règles, je vais être intransigeant, je vais faire des warnings et augmenter des erreurs. Et au fur et à mesure, si vous corrigez vos différentes violations, lui, il va supprimer les violations qui ont été réalisées dans votre fichier au fur et à mesure. Donc, ça va vous permettre de diminuer au fur et à mesure les problématiques. Voilà. J'ai fait le tour. J'ai laissé un peu de temps pour les questions-réponses. Oui. Donc la question est est-ce qu'il y a on va dire des sets de tests génériques qui sont disponibles soit en open source, sur des GitHub, soit directement via ArcUnit. Il y a des sets qui sont disponibles par ArcUnit, ils en proposent. Après, s'il y en a d'autres sur GitHub et tout, j'ai pas regardé pour être franc. Je pense qu'il y a des gens qui proposent des bonnes pratiques. Après, par expérience, il faut faire attention sur les bonnes pratiques qui sont proposées des fois sur Internet ou sur d'autres projets. Ça, c'est souvent en lien avec ton entreprise, ton projet, ton client, donc il faut souvent les adapter. Mais tout ce qui peut être générique, généralement, ArcUnit les propose déjà. Alors, je ne les ai pas toutes là, je crois. Chez l'autocomplétion, il y en a quelques-unes qui sont assez génériques. Après, ce qui peut être intéressant, il faut voir au niveau groupe, application de projet, mais c'est de créer ton propre set. Après, la génération de sets se fait plutôt bien, c'est assez simple. Et il y a des exemples. Je vous conseille d'aller jeter des coups d'œil sur les exemples dans la doc ArcUnit. Il y a des schémas et tout qui proposent tout. C'est vraiment bien fait et ça permet d'avancer assez vite sur la rédaction de ces tests. Non. Il y a des exemples, il y a des exemples dans ArcUnit, mais il n'y a aucune règle qui est, on va dire, tamponnée norme hexagonale, quoi. Ok, merci. Ouais, je voulais savoir s'il y a moyen, parce que c'est très bien, du coup, tu as créé un bouclier pour éviter que les gens ils break les guidelines, en fait, globalement. Est-ce qu'il y a moyen de les générer, ces guidelines-là? C'est d'extraire de la doc de ça, en fait. Parce que du coup, là, tu t'es embêté à faire tout un tas de non-règles. Tiens, il faut pas que mon contrôleur, faut pas que mon service puisse accéder à la couche contrôleur, etc. Ce qui est très bien. Mais du coup, c'est bien aussi quand tu as envie de faire de l'onboarding, par exemple, de personnes qui ne le savent pas, plutôt qu'ils se prennent le truc dans la gueule en faisant leur petit code, que justement t'aies généré une doc à partir de ce truc-là. Ouais, très bonne question. À ma connaissance, jusqu'à maintenant, je l'ai pas vu malheureusement. Il y a pas. Par contre, tu peux le faire à l'inverse. Je l'ai pas fait encore, mais en gros, ce que tu peux faire, c'est si tu définis tes règles via des schémas, donc PlantUML par exemple, ArcUnit, tu peux dire, ok, tu vas me chercher les fichiers PlantUML ici. Et lui, après, il fait ça de huit tambouilles et tu vérifies les règles de structure ou d'architecture de ton application par rapport à tes schémas et PlantUML. Je l'ai pas encore fait, je l'ai pas encore testé. J'essaierai par curiosité, mais je crois, ça va être possible. Mais dans le sens inverse, ça ne l'est pas. Et je suis d'accord, c'est ce qui manque. Mais du coup, si c'est étendable, il y a peut-être moyen de rajouter des trucs. Ouais. Ok, ça marche. Ok. Merci à toutes et à tous.
Si vous avez des questions, vous pouvez venir me voir après ou au stand Soprasteria, ça me fera plaisir.